Avant de dire qu'on ne peut pas recommander une Mustang EcoBoost ou qu'une Camaro 4 cylindres, ben il faut l'essayer évidemment. J'ai craqué du coup. Merci pour ces 10 ans! Salut, Charlie Pop pour CarPop et aujourd'hui, la Camaro 1LT. On n'a pas essayé de voitures sport à 4 cylindres qui d'origine sont équipées d'un V8 comme une Mustang 4 cylindres, une Camaro 4 cylindres ou un Challenger V6 Pentastar. Alors avant de dire qu'on ne peut pas recommander une Mustang EcoBoost ou qu'une Camaro 4 cylindres, ben il faut l'essayer évidemment. Donc c'est quoi la Camaro? Ben la Camaro, c'est arrivé en 1967 comme réponse à la Mustang. Donc, on comprend très bien que c'est la compétitrice de la Mustang. C'était à l'origine un pony car, dans le fond, donc une voiture de petit format avec un V8 pour avoir un maximum de puissance. Et elle est venue vraiment chauffer les oreilles dès sa naissance à la Mustang. Dès 1970, la deuxième génération de la Camaro arrive et ça devient plus une voiture de sport. On a vraiment des lignes plus élancées qui se rapprochent plus d'une sportive. Cette génération-là va se poursuivre jusqu'en 1982 où elle sera remplacée par la troisième génération qui reprend un peu le look de la Camaro précédente, mais qui apporte une touche de modernité à celle-ci. On va préserver la Camaro de troisième génération jusqu'en 1992, où elle sera remplacée par la Catfish Camaro. C'est comme ça qu'on la surnomme, puisqu'elle a l'air d'un poisson-chat. Et malheureusement, cette Camaro-là ne connaîtra pas le succès escompté, et en 2002, on annonce la fin de la Camaro, ainsi que la fermeture de l'usine GM à Boisbriand. Un gros coup pour notre économie au Québec. GM passe un mauvais quart d'heure en 2008-2009. L'image de la marque est à refaire et donc ils se disent en 2010 qu'on va ramener la Camaro, mais avec un style inspiré de la première, un style plus rétro-classique, un peu comme Ford a fait avec la Mustang. Et on va utiliser une plateforme de Holden, qui est une division de GM en Australie, qui, eux, utilisent encore des plateformes V8 propulsion. Donc, en 2010, la Camaro fait un retour remarqué, entre autres avec le film Transformer, et revient en force concurrencer la Mustang. En 2016, on arrive avec une autre nouvelle génération de la Camaro, la sixième, et cette fois-ci, on va utiliser une plateforme séparée de tout autre modèle. Cette plateforme va être réutilisée par la Cadillac ATS seulement, et on va avoir une voiture qui va être vraiment plus orientée sportivité. On va offrir plusieurs déclinaisons de cette Camaro. On aura toujours le V8 qui a été offert depuis le début dans la Camaro, mais on va aussi proposer un V6 et un 4 cylindres. Et c'est ce qu'on a ici, le 4 cylindres. En 2023, voyant les ventes de la Camaro s'essouffler et voyant aussi les nouvelles normes environnementales qui s'en viennent, GM décide d'arrêter la production de la Camaro. Jusqu'à quand? On ne le sait pas. On le sait que GM a déjà tué la Camaro, il l'a ramené à la vie. Donc, c'est juste une question de temps, à mon avis, avant que la Camaro revienne. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire le tour de la Camaro 1LT. Je vais vous présenter l'extérieur, l'intérieur, la mécanique. Ensuite, on va aller en essai routier et finalement, on va s'asseoir et jaser prix. J'ai emprunté cette Camaro à un de nos abonnés et si je peux essayer votre véhicule, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel en bas, carpopyt@gmail.com ou via notre page Facebook, CarpopQC. Pas besoin que ce soit une sportive récente. Si vous avez une Hyundai Excel, c'est sûr que je vais l'essayer. Donc écrivez-moi, j'attends de vos nouvelles. Débutons par l'extérieur. La Camaro affiche des lignes classiques combinées avec des éléments futuristiques, ce qui lui donne un look assez unique dans la catégorie. À l'avant, on a un très long capot bombé en plein milieu avec deux grosses ailes bombées qui vient donner un look racé à la voiture. On a également un énorme pare-choc avec les phares intégrés dans celui-ci, des phares qui ont un look un peu plus futuristique que rétro. On a une calandre en plein milieu avec le logo Chevrolet noirci. On a également des trappes d'air qui servent à faire passer l'air ici, qui la fait ressortir ici. Donc, c'est pas pour refroidir les freins, mais c'est plutôt pour des fins aérodynamiques. On a également une autre calandre dessous qui est beaucoup plus grosse, qu'elle va servir d'aération pour le moteur. Et on a une jupe dans le bas du pare-choc qui vient donner du muscle à la ligne. On remarque aussi qu'on a de multiples mouches sur le véhicule. Elle ne voulait pas décoller les maudites mouches. Le véhicule vient de faire un road trip de 300 km. Et on remarque aussi qu'on a une bavette ici dans le bas du pare-choc pour faire dévier l'air de chaque côté du véhicule pour diminuer son coefficient aérodynamique. Sur le côté, on a une aile bombée à l'avant qui vient rejoindre la jupe dans le bas du pare-choc et qui se poursuit et qui vient rejoindre la grosse aile bombée à l'arrière. C'est une aile qui est extrêmement bombée, qui vient donner beaucoup de charisme à la ligne latérale du véhicule. Sinon, le côté est très carré. On remarque aussi que la fenêtre est très petite. On va en reparler dans quelques instants. Et que les miroirs aussi sont très petits. On remarque aussi que le toit
a une bosse dedans pour donner un look plus sportif au véhicule, mais de la manière que ça a été fait, ça cause un problème au niveau de la qualité d'assemblage. On a une faiblesse dans le métal qui fait que lorsque l'on ferme la porte, ben le toit, il bouge et c'est pas super le fun. Une autre chose, la Camaro a le derrière plus large que l'avant. Et une différence avec cette Camaro par rapport à toutes les autres Camaros sur la route à peu près, c'est que celle-ci est conduite. Elle est rendue à 83 000 km, elle fait de la piste, etc., etc. Et même son ancien propriétaire le conduit l'hiver. Donc, résultat, lorsqu'on tourne la roue, les débris sont projetés sur l'aile arrière, qui est un peu plus large, et on voit une usure de peinture ici. On a un plastique protecteur plus bas d'origine, mais ici, on a une usure de plastique, et c'est encore plus notable de l'autre côté. C'est un défaut des Camaros. Étant donné qu'elles ont les fesses plus larges, ben la peinture va s'user dans cette zone-ci. Parlons de pneus et roues. D'origine, on a du 255-50 R18, donc des roues beaucoup plus petites avec des pneus avec beaucoup plus de flancs. Mais ici, le propriétaire a changé ses roues et a mis les pneus du pack 1LT pour faire de la piste. Il y a un pack pour faire de la piste avec ce modèle-là. Et donc, on se retrouve avec du 245-40 R20 à l'avant et on a du 275-35 R20 à l'arrière. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est un must sur votre Camaro si vous voulez avoir une tenue de route. La raison pourquoi il a ça, c'est pour aller sur la piste justement. Et ça vient vraiment changer la tenue de route du véhicule. En fait, la majorité des Camaros ont des pneus dans ces dimensions-là, excepté le modèle de base qui a vraiment des pneus qui n'ont pas sa place, à mon avis, sur un véhicule à caractère sportif. À l'arrière de la Camaro, on voit que la cabine est beaucoup moins large que les ailes arrière, puisque l'arrière est plus large que l'avant. On remarque aussi que la lunette arrière est très petite. On a un arrière très bombé, très musclé. On a des phares carrés qui sont très jolis. Et on a aussi le logo Chevrolet, encore une fois noirci. On a la troisième lumière de frein dans la valise et comme on peut voir, elle est usée. Ce n'est pas de l'usure, elle a encore son plastique protecteur du concessionnaire. On remarque aussi l'énorme pare-choc qui est très bombé, très musclé et qui vient vraiment mettre en valeur l'arrière du véhicule. Au bas du pare-choc, on a un diffuseur en plastique qui a vraiment pas grand apport aérodynamique. On a aussi deux énormes pots d'échappement malgré le fait qu'on ait le 4 cylindres. Parlons espace cargo. On a 252 litres d'espace cargo. Comme on voit, c'est une valise qui est très profonde, mais pas très large. Et c'est là qu'on perd beaucoup de litres. Si on avait une valise plus large, on aurait été dans les environs de la Mustang, autour de 380 litres d'espace cargo. Sinon, on remarque aussi que le trou est encore plus petit que la Mustang, donc on est très limité sur ce qu'on peut mettre dans la valise. On peut agrandir l'espace cargo en baissant la banquette. La banquette se rabat en un seul morceau. Par contre, on ne peut pas la rabaisser en deux parties. On a aussi un espace à l'arrière qu'on ouvre et on trouve la batterie. Sauf que la batterie est plus grosse que le trou. Donc, il va falloir démonter quand même le panneau arrière. Bref, c'est un choix très discutable. On a également un loquet ici dans le but de permettre aux gens de s'enfuir si on les enferme dans la valise. Donc, super facile d'accès. Si vous voulez kidnapper quelqu'un, vous avez juste à l'enlever. Maintenant, c'est le moment où j'essaie les sièges arrière. Donc, la porte ouvre très grande. Et on a un loquet ici, mais c'est un siège électrique. Donc, on est avancé au maximum et on a quand même la ceinture dans les jambes. Il n'y a pas de façon de l'enlever, sauf si je fais ça comme ça et que je me glisse en dessous. À l'arrière de la Camaro, ben là, le banc est avancé au maximum, alors j'ai un peu d'espace, c'est juste, mais c'est ça que ça a l'air si le banc est pas reculé, s'il est à la place où je conduis. On a un haut-parleur avec un appui-bras. On a une banquette qui est relativement confortable, c'est assez surprenant. Et on a une très petite fenêtre. Sérieusement, c'est claustrophobique à l'arrière. Regardez comment c'est sombre. Et regardez ma tête. Je veux dire, si je veux m'asseoir le dos droit, j'ai craqué du cou. Ça ne fonctionne pas. C'est vraiment pour les enfants, mais on peut mettre des enfants sincèrement. J'ai eu des sièges arrière qui sont pires. Pour débarquer maintenant, on rebaisse la planche. Faut pas oublier que j'avais déjà avancé le banc. Et on tasse la ceinture encore parce que elle est dans les jambes. La présentation intérieure est réussie. La qualité des matériaux est pas très bonne. On a un intérieur avec des plastiques très durs. La qualité d'assemblage est bonne. Le panneau de porte est en plastique de bonne facture. La poignée est très solide. Les boutons sont corrects. C'est des boutons qu'on retrouve dans par exemple, un Chevrolet Equinox ou un véhicule commun de chez GM. Bref, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais lorsqu'on ferme la porte, eh boy, c'est proche, hein, s'il vous plaît, ça.
Le tableau de bord est en plastique très dur et on a vraiment beaucoup de plastique dans l'habitacle, partout, des plastiques durs de qualité douteuse. Autour de l'écran, l'écran est plus petit dans la version entrée de gamme et on a bourré ça de plastique. Bref, c'est des plastiques qui sont assez décevants à voir dans une voiture de 36 000 $. Il y a des voitures moins chères qui sont mieux assemblées que ça. Le volant est de qualité correcte, il se prend bien en main, il est quand même assez petit, ce qui est très le fun. Par contre, on aurait aimé avoir un volant avec une meilleure prise. C'est un volant qui est assez dur et on a l'impression qu'il pourrait nous glisser des mains lorsqu'on a chaud aux mains. Sinon, les boutons, ça sort encore de produits GM. C'est d'une qualité correcte pour le prix. On est à une voiture qui est à environ 40 000 $ lorsqu'elle était neuve. Mais lorsqu'on va monter en gamme dans la Camaro, on va espérer que les boutons soient de meilleure qualité. On a plein de choses dans notre tableau de bord. C'est très intéressant. On a notre consommation, mais aussi la durée de vie de l'huile, la température moteur, on a un indicateur de force G, etc., etc. On a vraiment beaucoup de choix et on a quand même beaucoup d'aspects sportifs qui nous rappellent qu'on est tout de même dans une Camaro, même si c'est une Camaro 4 cylindres. Sinon, on a des cadrans analogiques, ce qui est très bien. Un fait qui est très curieux, le 20 km/h est beaucoup plus gros que le 260, donc plus qu'on s'en va, plus que les chiffres rétrécissent. L'écran est petit, on aurait aimé ça avoir un écran plus gros, c'est l'écran de base. Par contre, c'est un écran qui est très facile à utiliser, pas beaucoup de flafla, pas beaucoup d'options, ce qui rend les choses simples, mais on a tout l'essentiel là-dedans. C'est super facile à utiliser. On a un léger délai lorsqu'on appuie sur certaines choses, mais franchement, ça fait un excellent boulot et je crois que dans un monde où les écrans sont de plus en plus complexes, ça fait du bien d'avoir un écran simple. On a également des boutons pour retourner au menu ou pour le Bluetooth. C'est super simple. On a une roulette pour le volume. Sous cet écran, on a les contrôles de climatisation et je suis dans cette position-là parce que c'est ça que je regarderais si j'avais à utiliser les contrôles de climatisation. Je crois que ça serait à retravailler là-dessus. Il mériterait d'être un peu plus haut. En fait, je mettrais l'écran là, quoique le pare-brise est trop petit. Bref, il n'y a pas grand-chose à faire pour ce véhicule-là. Donc, on a réussi à squeezer les boutons d'air climatisé dans cette section-là. Ici, on a notre température qui est tout petite. On aurait pu la mettre dans le coin de l'écran ici ou quelque chose comme ça. Et on a tous nos boutons pour jouer avec la climatisation. Lorsqu'on l'utilise, tous les contrôles de climatisation apparaissent dans l'écran, une chance, mais il faut savoir où est-ce qu'ils sont. Quelque chose que je trouve très intelligent, c'est qu'on a deux grosses trappes d'aération ici pour nous réchauffer, nous refroidir, dépendamment de la saison. Et comme vous pouvez voir, on les tourne et c'est eux qui ajustent la vitesse des fans et également la température. Le miroir, les boutons OnStar, donc on a des boutons après le miroir, mais on a coupé ailleurs sur la qualité. Malheureusement, le miroir a mal à la vie en ce moment. Le levier de vitesse est extrêmement bien placé. Il est très agréable à prendre en main. Il est en cuir. Juste à côté de ça, on a le bouton pour l'antipatinage et on a le bouton pour nos modes de conduite. On a 3 modes de conduite. On a le mode Touring, Sport et Snow and Ice. Snow and Ice va limiter la puissance et va venir essayer de nous aider à décoller d'une lumière. Touring, c'est pour la vie de tous les jours. Et Sport, c'est pour quand on est sur la piste. Le moteur a plus de réponse en mode sport. Et oui, on a un frein à main électrique et à mon avis, c'est un très mauvais choix de la part de Chevrolet parce que lorsqu'on est sur la piste, si on manque de frein, ben on aimerait ça pouvoir utiliser un frein à main mécanique pour nous freiner. Donc, ça serait à mon avis essentiel d'avoir un frein à main mécanique. À côté de ça, on a un allume-cigarette et on a nos porte-gobelets, un must en Amérique du Nord. Les bancs sont très jolis, de belles factures, ils offrent un bon confort. On a beaucoup de support au niveau des jambes, ce qui est rare chez GM. Et on a quand même un bon support latéral, mais ça ne serait pas suffisant pour aller faire de la piste. On serait mieux avec un banc un peu plus serré. L'espace intérieur est assez juste. C'est une voiture qui n'a pas beaucoup d'espace et on se sent très serré. C'est vraiment pas une voiture pour les gens claustrophobes, la Camaro. Si vous êtes claustrophobe, oubliez ça, vous n'allez pas être bien du tout. C'est l'heure de faire des rimes sous le capot de la Camaro. On retrouve ici un énorme trou. Eh oui, c'est comme s'il y avait de la place pour mettre des plus gros moteurs. En tout cas, dans les versions LS et LT, on trouve le 4 cylindres 2 litres turbo. C'est ce qu'on a ici. On a 275 chevaux, 295 livres-pieds de couple. Là, j'en vois déjà qui ont une déception en regardant la vidéo. En option avec la version LT, on a un V6 3,6 litres de 335 chevaux et 284 livres-pieds de couple. Apparemment que le 4 cylindres, étant donné qu'il développe plus de couple à travers toute sa bande de puissance, est capable de se tenir avec le V6. Le troisième moteur est celui que tout le monde aimerait qu'il soit en ce moment sous le capot du véhicule. On le retrouve dans les versions SS. C'est un V8 6,2 litres atmosphérique de 455 chevaux et 455 livres-pieds de couple. Vous pouvez m'appeler, hein? Et au sommet de la chaîne alimentaire, on a la version ZL1. Donc, on retrouve le même 6,2 litres, mais avec un compresseur double vis, c'est-à-dire un supercharge en bon québécois.
et ça produit 650 chevaux et 650 livres-pieds de coupe. Pas besoin de vous dire que ça se déplace. On a le choix entre 3 transmissions dans la Camaro. La première, c'est une manuelle à 6 rapports. C'est ce qu'on a ici. On la retrouve aussi avec toutes les versions de la Camaro. La seconde, c'est l'automatique à 8 rapports. On la trouve dans toutes les versions de la Camaro, sauf la ZL1. La ZL1, elle a le droit à une automatique à 10 rapports. On a des freins à disque aux 4 roues, et plus on augmente en puissance, plus les freins sont gros. On a une suspension indépendante aux 4 roues, mais certaines versions de la Camaro ont des suspensions adaptatives. Ici, on a des suspensions conventionnelles. La Camaro, à la base, a été conçue pour avoir un V8. Et ils ont conçu la voiture pour avoir une répartition de poids optimale avec le V8. Résultat, avec le 4 cylindres, on a une répartition de poids assez curieuse et j'ai vraiment hâte de voir ça. On annonce 868 kg à l'avant, 997 kg à l'arrière. Ça, c'est avec tous les fluides à bord, le plein d'essence fait et des passagers à bord. Donc, 868 kg, 997, même si on a le moteur à l'avant, on a plus de poids à l'arrière, ça va être assez spécial à conduire et la seule façon de le savoir, c'est d'aller sur la route. Conduire le Camaro 1LT. Let's go! Merci pour ces 10 ans! Donc, tout d'abord, je vais parler de la position de conduite. Je l'ai dit, c'est un intérieur qui est serré. Et pour donner des coups de volant, il faut vraiment que je rentre mes coudes près de mes hanches parce que je peux pas vraiment donner de coups de volant ou quoi que ce soit avec mes coudes sortis parce que je vais être retenu par l'accoudoir dans la porte et par l'accoudoir central. Donc, il faut vraiment que je rentre mes épaules et ça me rendrait mal à l'aise sur la piste. Maintenant, je tiens à préciser quelque chose. On entend souvent des gens dire « Oh, je m'achèterai pas une Miata ou une BRZ parce que c'est trop petit, puis ils s'achètent une Camaro. » Il n'y a pas plus de place. Il n'y a vraiment pas plus de place. Fait que c'est un pensez-y. Ensuite, je veux parler visibilité. C'est terrible, la visibilité dans ce véhicule-là. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on voit les ailes avant qui sont bombées et donc on sait à peu près sont où nos roues avant. Sinon, à l'avant, la visibilité, c'est un peu juste. À côté de moi, c'est très juste. L'autre bord, ça fait peur. Et les angles morts et la visibilité arrière, c'est terrible. Je vais faire des changements de voie sur l'autoroute, j'ai la chienne. J'ai peur qu'il y ait un véhicule. Tantôt, j'avais un Highlander dans mon angle mort et il était complètement pas là. Et c'est beaucoup plus gros qu'une Camaro, un Highlander, là. C'est pas petit, un Highlander. Et il était complètement disparu, mais il était là. Si je me tassais, je rentrais dedans. Donc, les angles morts sur la Camaro, énorme, très stressant. Tu veux donner du gaz puis faire ton changement de voie le plus rapidement possible. Ensuite, niveau insonorisation, c'est une voiture qui est quand même assez bien insonorisée. On a un pneu très sportif monté sur le véhicule. On entend un peu les pneus travailler. On entend peu le vent. On entend peu les véhicules autour de soi. C'est un véhicule qui est bien insonorisé. Niveau suspension, ça demeure un véhicule sportif, ça demeure un véhicule ferme, mais c'est confortable. C'est plus confortable que, par exemple, la BRZ que j'ai essayé. C'est une voiture qui est mieux adaptée pour l'autoroute. Pour la vie de tous les jours, le 4 cylindres fait amplement le travail. On ne manque pas de puissance, on ne manque pas de coupe. C'est un véhicule qui n'aura aucun problème à suivre le trafic. Pour la vie de tous les jours, le 4 cylindres est approprié. Et quand on fait une accélération puis au fond maintenant, la Camaro 4 cylindres ne manque absolument pas de pep. C'est une voiture qui est très rapide malgré tout. On a quand même 275 chevaux et 295 livres-pieds de coupe. Donc, ça demeure une voiture qui est rapide. Ceux qui vont dire que c'est une Camaro de tapette parce qu'elle a un 4 cylindres, bonne chance avec votre Dodge Ram, vous ne passerez pas en avant de la Camaro 4 cylindres. Ça demeure plus rapide que la moyenne des véhicules sur la route. Et on a un son qui est quand même le fun. Et on a aussi des backfires parfois. Donc, c'est une voiture qui est quand même excitante en ligne droite, même si on n'a pas de V8. Une autre chose qui est le fun au niveau accélération, c'est le levier de vitesse. Le levier de vitesse est précis. Je dirais qu'au centre, c'est-à-dire au neutre, il est un peu trop souple, mais les rapports, on les trouve facilement et c'est une voiture qui est très le fun à changer de rapport. L'embrayage est très souple.
manque un peu de communication. Il communique quand même, mais on aimerait ça avoir un peu plus de communication de la part de l'embrayage. Sinon, le pédalier pour faire des pointes de talon est sublime. La pédale d'accélérateur est très facile à trouver et la pédale de frein est large, donc on peut vraiment placer notre pied où on veut pour faire des pointes de talon. Le pédalier est exemplaire dans la Camaro. Mieux réussi que la Mustang à mon avis. Gros bémol, je dirais, de la Camaro, c'est que pour la vie de tous les jours, c'est une voiture qui est très civilisée, un peu comme la Mustang, et qu'on n'a pas vraiment l'impression de conduire une voiture sport. Et ça nous manque un peu, je trouve. Et c'est pas un reproche que je fais juste à la Camaro. Il y a beaucoup de voitures sportives qui font ça de nos jours, qu'on est super bien insonorisé, isolé de la route, etc., etc. Et on oublie qu'on est dans une voiture sport, surtout en mode touriste où la direction est plus légère. Ça manque d'engagement pour la vie de tous les jours. En virage, avec la Camaro maintenant, ben c'est une voiture qui est très stable. On a un bel aplomb en virage. On a beaucoup d'adhérence. C'est impressionnant comment ça colle bien. C'est une voiture qui nous met en confiance, qui communique excessivement bien et qui, en sortie de virage, ben ça punch, il n'y a aucun problème là-dessus. Seul reproche que je ferais, c'est probablement causé par la répartition de poids, justement. Quand il y a des bosses, la voiture se met à tanguer un peu. On sent la voiture qui cherche à envoyer du poids en arrière et que l'arrière cherche à envoyer du poids en avant. Et c'est probablement causé par cette différence de suspension-là. Mais sinon, la tenue de route est vraiment superbe. Le roulé est très bien contrôlé. La direction manque un peu de communication, comme la plupart des voitures modernes, mais on sent légèrement la route. Mais j'ai vu mieux. Mais le châssis communique et communique plus que dans la Mustang. La Mustang, c'est le reproche que je faisais. Je trouvais que c'est une voiture qui communiquait très peu. Même si elle est très compétente en virage, je trouvais pas qu'on avait la communication de la Camaro. C'est une voiture qui va garder sa stabilité lorsqu'on ralentit en virage également. L'impression que j'ai pas eu dans la Mustang. Dans la Mustang, lorsque j'ai eu à changer de vitesse en virage, la voiture a été immédiatement débalancée, mais la Camaro va rester plus neutre que la Mustang là-dessus. Faut comprendre aussi qu'on est quand même dans une Camaro 4 cylindres et je la compare avec une Mustang V8. Comme je le dis depuis tantôt, la répartition de poids n'est pas la même. Donc, ça se peut que quand j'essaye une Camaro V8, ce qui, j'espère, va arriver bientôt, ben, qu'on se retrouve dans une situation où ce que j'ai dit ne concorde pas avec ce qui se passe. Parce que, comme je dis, on a le 4 cylindres. La voiture est très stable en freinage et change de direction beaucoup plus rapidement que la Mustang également. Ça, c'est un autre reproche que j'ai fait à la Mustang. En conclusion, la Camaro, tu vois rien, t'es tout pogné, mais t'as du fun, même avec un 4 cylindres. Maintenant, parlons prix. Donc, la Camaro 1LT, lorsqu'elle était neuve en 2018, commençait à 31 245 $, plus taxes, plus frais de transport et plus les options. On approchait rapidement les 40 000 $. Mais ce qui est intéressant lorsqu'elle est sortie en 2018, c'est qu'on avait 275 chevaux pour le prix d'une BRZ. Donc ça, c'est un gros point intéressant. Aujourd'hui, la dépréciation a fait son œuvre. Une bâtée, ça n'existe toujours pas. Une missile, donc, qui a été accidentée ou qui a vraiment eu la vie dure, c'est environ 15 000 $. Une usure normale, ça va être plus autour de 20 à 25 000 $. Je vous les recommande. C'est ce qu'on avait à l'essai. Et une bien maintenue, donc une Garage Queen, une qui est tout le temps stationnée avec 40 000 km et moins, 25 à 30 000 $. Collection, il n'y en a pas. Et je pense pas qu'on va avoir de Camaro 4 cylindres de collection. Je pense que c'est un modèle qui est malheureusement tombé dans l'oubli, puisque en ce moment même, les Camaro 2024, on sait qu'ils ont arrêté la production en 2023, ont des V6 de base, le 4 cylindres n'est plus offert. Maintenant, qu'est-ce que je pense de la Camaro? Ben, j'ai eu l'occasion d'en conduire une, cette fois-ci ZL1, lors du tournage de la série Semaine de char qui s'en vient sur CarPop QC et On roule au lac. On a fait une collaboration, vous allez voir, ça va être vraiment épique comme série. Donc, abonnez-vous. Vous allez voir, ça vaut la peine. Et allez vous abonner à On roule au lac aussi. Et j'ai vraiment une relation amour-haine avec la Camaro. On va commencer avec la haine. Ben, l'intérieur de la Camaro est vraiment pas au goût du jour. La qualité des matériaux fait dur. L'ergonomie est ratée. Et vraiment, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et résultat, ben, j'aime pas l'habitacle. Ensuite, on a la visibilité qui est juste
catastrophique. J'avais une ZL1 décapotable pour le tournage de semaine de char et j'étais content qu'elle soit décapotable parce que ça enlevait tous les problèmes d'angle mort, mais ça reste catastrophique. On a vraiment l'impression d'être comme dans un cocon et moi, je déteste ça. C'est ce que je reproche le plus à la Camaro. L'amour, c'est que la Camaro, c'est une voiture qui est vraiment le fun à conduire. Je trouve que c'est elle qui a le meilleur châssis de toutes les muscle cars. J'aime beaucoup plus l'agilité de la Camaro par rapport à la Mustang. Bref, niveau conduite, je prendrais une Camaro avant une Mustang, mais c'est vraiment l'intérieur et la visibilité qui me fait reculer. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de la Camaro 4 cylindres? Ben, je crois que c'est une voiture qui est intéressante au point de vue dynamique. On n'a pas le dynamisme d'une BRZ ou d'une Miata, mais on compense avec beaucoup plus de puissance. La seule voiture du lot que j'ai nommé qui va pouvoir la compétitionner, c'est la nouvelle BRZ qui est arrivée en 2020. Donc, à partir de 2020, la BRZ va pouvoir la suivre en ligne droite. Mais sinon, oubliez ça, la Camaro, c'est la plus performante. Par contre, en virage, on a plus de poids, donc on sent qu'on n'a pas l'agilité de la BRZ ou de la Miata en virage. Ça demeure une voiture qui a un superbe châssis, qui est bien plaisant. Mais ceci étant dit, j'ai pu essayer la ZL1 et ce que je parlais de l'espèce de sautillement du train avant, ben la ZL1 ne le fait pas parce que la ZL1, elle a un V8, elle a plus de poids à l'avant et ça vient restabiliser l'auto et résultat, ben la ZL1 est une voiture qui est plus intéressante. Donc, j'irais vraiment plus V8 dans la Camaro. Le 4 cylindres demeure intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui est plus ligne droite que virage, la Camaro est une bonne option par rapport à la BRZ et la Miata. Mais il faut être prêt à composer avec les fameux bémols de la Camaro, l'azulité et l'habitacle, qui sont, à mon avis, franchement à retravailler. Et c'est malheureux de voir que la Camaro n'ait pas eu le succès escompté et que les ventes n'ont pas été au rendez-vous, qu'ils ont dû la canceller dès que les normes environnementales sont arrivées. Mais en même temps, c'est compréhensible. Il y a un paquet de monde que je me dis, si ça s'assisait dans ce véhicule-là, puis il y avait l'option de l'acheter, il ne l'achèterait pas à cause de ces deux gros facteurs qui sont un gros manquement par rapport à la compétition. Sur ça, n'oubliez pas de vous abonner. Semaine de char, ça s'en vient très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.